Vous écoutez François Mitterrand, album de famille, épisode 4. En 2 ans, le président a mis en œuvre l'essentiel de ses promesses, mais les attaques sur le franc ont considérablement affaibli la situation de la France. Le socialisme dans un seul pays est impossible à l'heure de la mondialisation financière voulue par Ronald Reagan. Le gouvernement est face à un dilemme. Si la France souhaite demeurer dans le système monétaire européen qui la protège, elle doit décider d'un plan de rigueur que défend Pierre Mauroy, le Premier ministre. Le président hésite. Comment expliquer aux Français un tel changement de politique ? François Mitterrand tranche. Ce sera l'Europe. La parenthèse de la rigueur qui ne se refermera plus et le désaveu populaire. Mitterrand fait un pari. Celui d'une Europe protectrice qu'il faut désormais organiser. Un choix incarné par une main tendue au chancelier allemand Helmut Kohl. Bientôt, les communistes quitteront le gouvernement. Le chômage continuera de grimper inexorablement. À la clé, une sanction électorale aux élections législatives de 1986. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le président n'est pas du même camp que la majorité parlementaire. Seul, face à Jacques Chirac et son gouvernement de droite, François Mitterrand s'apprête à mener le combat. D'ailleurs, n'est-il pas un survivant, lui qui aurait dû mourir selon les médecins avant la fin de l'année 1984 ? Il est encore là, debout, 2 ans plus tard. Alors il compte bien se battre et décrédibiliser le plus possible son adversaire. S'il souhaite définitivement confirmer sa domination sur Jacques Chirac, il doit se présenter contre lui à l'élection présidentielle. Contrairement à ce que l'on a souvent laissé entendre, François Mitterrand ne pense pas que rester au pouvoir le guérira comme par miracle. Il croit en 1987 que le miracle a déjà eu lieu et qu'il est désormais tiré d'affaire. Les médecins étaient très rassurants sur l'évolution de cette maladie et étaient même surpris de voir à quel point, en 87, à l'été 87, elle était... Gilbert Mitterrand. Guérie. La décision, il la prendra définitivement lors des fêtes de Noël qu'il aime passer désormais en Égypte. François Mitterrand s'est fixé un challenge, atteindre le monastère Sainte-Catherine sur le mont Sinaï. Parvenu au sommet, Robert Badinter, qui l'accompagne avec Anne Pinjot, croit déceler dans son regard une force de vie qui indique que sa décision est prise. En quelques semaines d'une courte campagne, le président parvient à marginaliser violemment la droite présentée comme clanique et sectaire. À Gordes, au printemps 1988, François Mitterrand a rédigé une lettre à tous les Français. Un texte à l'image d'un président qui veut devenir le protecteur d'une France unie, dont l'horizon est européen. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, lance le candidat. Une stratégie d'une redoutable efficacité qui balaye Jacques Chirac, relégué 8 points derrière le président lors du second tour de l'élection. Lorsqu'il fête ses 75 ans, 3 ans plus tard, dans son appartement du quai Branly, le président vient de connaître plusieurs années politiques plutôt favorables qui ont vu la création du RMI, l'instauration de l'impôt sur la fortune, l'inauguration de plusieurs monuments parisiens ou les lois sur le financement des partis politiques. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 lui a permis de négocier avec Helmut Kohl une plus grande intégration européenne. Oui à la réunification allemande, mais en échange d'une monnaie commune en Europe. L'année 1992 sera donc le parachèvement de son grand œuvre européen avec le traité de Maastricht. Les années passent et les rituels se ressemblent à Latch ou à Château-Chinon. Depuis que Jean Chevrier est mort, ce n'est plus au vieux Morvan, mais dans la maison de Ginette Chevrier que le président et Daniel déjeunent les jours d'élection. Des rendez-vous et des fidélités qui permettent de marquer le temps qui passe et qui l'épargnent encore, pense-t-il. À Souzy, le président fait bonne figure lorsqu'il fête en famille l'anniversaire d'Anne Pinjot en mai 1992. Mais c'est un véritable coup de tonnerre qui a résonné en lui lorsque ses médecins lui ont annoncé qu'il faisait une rechute de son cancer. François Mitterrand était persuadé d'avoir remporté cette bataille. Au grand étonnement de ses médecins, il fulmine de rage et d'incompréhension. Des médecins qui demandent à l'opérer d'urgence.
Le président exige d'attendre l'émission télévisée prévue au moment du référendum européen. Le résultat sera serré. Mitterrand doit jeter toutes ses forces dans la bataille. Il y avait eu la fameuse émission de télévision avec Seguin, où il a fait un petit début d'hémorragie. Bon, est-ce que quelqu'un l'a vu ? Jean-Christophe Mitterrand. Est-ce que quelqu'un a vu ça ? C'était dans l'émission. C'était en direct, si je me souviens bien, cette émission. Bon. Personne n'a rien vu. Bon. Si, nous, on l'avait remarqué parce qu'il était très blême. Mais bon. Donc, vous voyez qu'il arrivait à passer par-dessus. À sa sortie de l'hôpital, quelques jours après l'émission, il n'est plus possible de cacher la vérité. Le président souffre officiellement d'un cancer de la prostate. Si les Français adoptent finalement le traité de Maastricht, comme ils le voulaient, la maladie de François Mitterrand et les souffrances qui l'accompagnent annoncent que la fin de sa présidence sera un véritable chemin de croix. Lui qui avait souhaité entrer dans l'histoire en gouvernant plus longtemps que De Gaulle, va en payer douloureusement le prix. Son choix d'Édith Cresson, la première femme à devenir Premier ministre, s'est révélé une erreur politique. Son remplacement par Pierre Bérégovoy ne redressera pas la situation. Les socialistes connaissent en 1993 la plus grave défaite électorale de leur histoire. Bientôt, la mort planera au-dessus de l'Élysée avec le suicide de Pierre Bérégovoy qui n'a pas supporté sa défaite, ni sa mise en cause dans un scandale immobilier. Les affaires s'accumulent. Les écoutes téléphoniques décidées à l'Élysée deviennent un scandale retentissant qui vise directement François Mitterrand. L'affaire a pris une ampleur démesurée depuis qu'une cellule de l'Élysée a fait écouter journalistes et décideurs sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le président, défenseur jusqu'au bout de notre monarchie républicaine, refuse de se justifier. À l'été 1994, François Mitterrand, très affaibli, doit affronter une seconde opération. À sa sortie de l'hôpital, c'est une véritable tornade qui s'abat sur lui. La polémique sur son passage à Vichy avant d'entrer en résistance se focalise sur ses relations dans les années 80 avec l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, dont on a appris en 1985 la lourde responsabilité dans la déportation des Juifs de France. Mitterrand, qui tient jusqu'au bout à sa liberté personnelle, ne veut pas se justifier et expliquer que René Bousquet, par l'intermédiaire d'un de ses adjoints à Vichy, Jean-Paul Martin, a sauvé la vie à plusieurs reprises durant l'année 1944 aux membres de son réseau et sans doute à François Mitterrand lui-même. Et une phrase de mon père qui, après l'interrogation Bousquet, Gilbert Mitterrand disait « Que doit-on penser de ceux qui travaillaient à Vichy auprès de Bousquet et qui ont sauvé 10 fois les réseaux de résistance. Travaillaient avec Bousquet, mais ils nous alertaient des descentes de la milice, de la Gestapo, etc. Il y a plein de raisons externes au fait qu'il n'ait pas complètement coupé les ponts, et je pense que c'est lié à cette chose d'être fidèle à soi, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un a sauvé quelqu'un à tel moment, et je crois qu'il a sauvé un certain nombre de ses camarades, il ne pouvait pas complètement rompre les liens. Mazarine Pinjot. Et ça, on peut s'interroger sur la question de est-ce qu'à un moment donné dans sa vie, il faut rompre ou pas. Moi, je pense que oui. Voilà, c'est les complexités du personnage. Si quelqu'un a fait quelque chose de bien dans sa vie, le reste ne doit pas l'annuler. Alors, à partir du moment où Bousquet, on sait quel est le reste, on peut considérer que si, ça aurait dû l'annuler. Quelques semaines plus tard, c'est la révélation de sa vie cachée avec Anne Pinjot et l'existence de leur fille Mazarine qui stupéfie la France entière. La veille de la parution, mon père m'appelle, donc je vivais encore une fois plus chez mes parents, pour me dire ça sort demain. Je dis mais comment ça, enfin quoi Il dit Paris Match va sortir ta photo, donc voilà. C'était d'une violence assez intense, mais que je me sois jamais posé la question qu'un jour forcément ça se saurait, c'est dire à quel point j'étais conditionnée quand même. Lui en revanche était soulagé, bien sûr. Bien sûr qu'il était soulagé. Ça faisait un moment qu'il commençait à en parler autour de lui, justement, quand j'avais une normale sup. Il disait à Anne Lauvergeon, je connais quelqu'un qui a une normale sup, quelqu'un de très proche. Et elle, ça la faisait marrer, parce qu'elle était évidemment au courant.
Et il disait oui, monsieur le président, monsieur le président. Et donc, je pense qu'enfin, de pouvoir dire ma fille, il était trop content. Il était trop content de pouvoir parler librement, parce que lui aussi a été pris au piège de ce secret, évidemment. François Mitterrand souffre de plus en plus. Il concentre ses dernières forces pour tenir jusqu'à la fin de son mandat. Il veut avoir le temps de faire dignement ses adieux après 50 années de vie publique. François Mitterrand semble préparer le pays à sa mort, comme il essaye lui-même depuis plusieurs années d'en supporter l'idée, menant une intense quête mystique et spirituelle. Ces adieux, il souhaite aussi les adresser à l'Europe comme au monde, notamment lors d'un discours au Parlement européen de Strasbourg. Né dans une génération qui a connu les traumatismes de la guerre, Mitterrand, au soir de sa vie, veut laisser un message de paix. Parvenu au terme de son mandat, François, le Charentais de Jarnac, né un jour de 1916, peut désormais organiser ses adieux personnels. En fait, vous savez, depuis déjà peut-être 92, 93, 94, je pense qu'il avait envie de dire au revoir à tout le monde et à tous les lieux qu'il avait aimés. D'aller revoir la maison de son enfance à Touvent, d'aller à Jarnac, d'aller à Cluny pour la Pentecôte. Dans sa démarche, c'était à chaque fois un au revoir à ceux à qui il avait envie de dire au revoir. Il ne se prolongeait plus dans l'idée « je reviens vous voir l'année prochaine ». À chaque fois, c'était un au revoir. Il hésitait à partir en Égypte parce qu'il n'était pas bien là. Il était vraiment pas bien. Et on avait même pensé retarder un peu le voyage en Égypte. Et puis je lui dis, écoute, le truc habituel qu'on fait à l'Hadj pour le Nouvel An, on le fera le 7 janvier. Aucune importance. On gardera la tradition, mais on la décale un peu. Et il avait dit oui, à un moment. Et puis, en fin de compte, il a changé d'avis, il a voulu maintenir les choses. Bon, il les a maintenues. Mais son état de santé était pas bon, quoi. Pas bon du tout. Il voulait y aller. Moi, j'avais pas envie. J'en avais marre. J'en avais marre. Bataille des médecins autour. J'en pouvais plus, quoi. Et puis bon, c'était d'être toujours au plus proche de la mort, de la maladie. Et puis, à la fois, j'étais toujours avec lui. Et en même temps, j'étais dans un déni total de la mort. Enfin, je pouvais pas imaginer qu'il allait mourir. Donc, j'avais pas envie d'y aller et tout. Donc, je lui ai dit, et c'est une des rares fois où il s'est mis en colère, il voulait y aller. Et donc, heureusement qu'on y est allé. Parce que c'était vraiment un lieu hautement spirituel. Et comme lui-même était très porté sur le dialogue avec la mort, quoi, se posant beaucoup de questions sans avoir de réponse, je crois qu'il avait besoin d'aller toucher au plus près cette chose-là avant de partir. Il y a des lieux comme ça qui, tout à coup, vous envahissent de quelque chose qui est au-delà de vous. Enfin, et ce Noël-là a été très étrange, quoi. Enfin, très fort, très très beau. Mais il était aussi très malade. Il souffrait énormément. Il est allé en Égypte, il est revenu en cours de route. Gilbert Mitterrand. Les médecins ont essayé d'expliquer aux pilotes qu'il fallait aller directement sur Paris. Et c'est à bout d'arguments et j'allais dire, par un ordre combinatoire qu'il a dit, vous m'emmenez à Souston, voilà, à l'Hadj. Dire au revoir à la famille et aux amis qui viennent pour ce réveillon, c'était pour lui un objectif qui, manifestement, allait lui faire surmonter l'obstacle d'un état de fatigue très prononcé, quoi. Alors, son état, je le dis tout de suite, n'est absolument pas compatible avec les images qu'on a vues dans un certain livre où il aurait mangé, gavé de tout ce qu'on veut, y compris d'ortolans. C'est strictement un grand mensonge historique. Vers 11h, minuit, enfin oui, en général c'était un petit peu avant minuit. C'est une image qui est restée très forte. Il s'est levé, il a salué, serré les mains, fait la bise, Nouvel An, etc. Puis il est allé jusqu'à la porte de la maison, de l'Hadj, pour sortir, pour venir dans la bergerie. Et là, il a eu ce moment où il s'est retourné
Voilà. Il regarde tout le monde, il regarde comme ça un coup d'œil panoramique sur la maison et les gens qui sont là, quoi. Voilà. Sans un mot, pas dans le sourire, rien, quoi. Je veux dire, simplement s'imprégnait de cette dernière vision d'un réveillon et de ceux qu'il aimait, quoi. Et il est venu ici et avait-il déjà décidé? Sûrement oui, il avait déjà mûri la décision, mais il cessait de lutter, il refusait de s'alimenter et il programmait sa fin, quoi. Point barre. Donc il nous a dit au revoir. Quand il a vu que la tête était touchée par des métastases, etc., le cerveau, ça commençait. Jean-Christophe Mitterrand. Il a mis fin. Hein. Là, il n'a pas démissionné, c'est lui qui a pris la décision. Hein? Le 1er janvier 1996, il a arrêté de manger et de boire. C'est un suicide, entre guillemets. François Mitterrand s'éteint le 8 janvier 1996 à l'aube. Évidemment, la question s'est posée tout de suite de la présence de Mazarine et de sa mère. Ma mère, dans un réflexe immédiat, avait dit non, c'est pas possible. Et puis, après une discussion d'un quart d'heure, d'accord. Et Mazarine, ça posait pas de problème. Évidemment, c'était la mère. Et bon, elle a accepté, ça prouvait quand même une certaine intelligence et une certaine intelligence humaine. Et puis voilà, donc quand on est arrivé pour prendre l'avion qui emportait le cercueil, Mazarine était là, je l'ai présenté à ma mère, je l'ai présenté à mon frère, puisque moi je la connaissais. Rétrospectivement, je me dis, mais si on n'avait pas su, donc mon père meurt. Mazarine Pinjot. Ma mère et moi, on fait quoi? Enfin, on se planque, on se remet rue Jacob à regarder la télé comme on l'a fait pour l'élection présidentielle. Et on pleure devant l'écran en regardant la famille officielle enterrer mon père. Enfin, c'est un truc absurde, quoi. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est très bien que ça se soit passé avant. Parce que être empêché d'enterrement de son père, là, je pense que la violence a atteint un degré ultime, quoi. Et là, ça a été fait de manière très belle, pour le coup. On était tous là. C'était à l'image de sa vie. Enfin, ce qui n'était pas à l'image de sa vie, c'est qu'on soit tous ensemble, parce que lui, il aimait bien compartimenter et tout, mais on était tous là. Et on était tous là et heureux d'être ensemble. C'est ça qui était beau aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tension particulière avec tous les espaces différents, quoi. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. François Mitterrand, album de famille, est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme coproduit par Yami 2 et l'INA, réalisé par Fabien Béziat et Hugues Nancy et écrit par Pierre Favier. Musique, Michel Korb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.